Donc nous commençons par écouter Sylviane Agazinski sur ce sujet de la femme sur le marché. Merci. À ce moment-là, il faut que vous preniez le micro, s'il vous plaît. Merci. Je pense que certaines images des documents d'Eliette Abékassi parlent peut-être plus encore et mieux que les discours théoriques. Mais enfin, essayons. Jean-Pierre Vernant qualifiait la culture grecque de masculine. Mais selon Lévi-Strauss, toutes les cultures sont masculines, au moins où l'ont été jusqu'à nos jours. La femme, dit-il, je cite, est le sexe dangereux, en raison même de son pouvoir maternel. La maternité a été très rarement un sujet digne de la philosophie, dont, vous le savez, la tradition dualiste oppose la fécondité spirituelle à la fécondité charnelle. Rappelons-nous comment, dans le banquet de Platon, Platon, et à travers Socrate, place très haut la maïotique socratique, l'art d'accoucher les âmes, et très bas, l'art d'accoucher les corps, qui est propre aux sages-femmes. Dans la pratique, la maternité est un objet central, bien sûr, pour la médecine, depuis Soranos d'Éphèse au IIe siècle. Elle intéresse évidemment le politique, à travers le droit civil, les conditions de la filiation, mais aussi le statut social des femmes. Le chef de l'État turc déclarait il y a quelques jours, c'était rapporté dans un article du Monde, je cite, « Notre religion a défini un statut pour les femmes, la maternité. » Fin de citation. Mais si les femmes sont ici enfermées dans leur fonction maternelle par un traditionnalisme religieux, ailleurs la maternité est, je dirais, réquisitionnée par le marché et réduite à une valeur marchande. Il est légal de louer le ventre d'une femme pour obtenir un enfant à Los Angeles, à Kiev, à Bombay, ailleurs aussi, et le marché fixe les prix. Il suffit de se rendre sur le net pour avoir accès directement à toutes les banques de sperme et d'ovocytes, à toutes les agences de mères dites porteuses, pour constater que le marché de la procréation s'étend bien au-delà des frontières géopolitiques, assaillant les traditions, les cultures locales, les principes éthiques acquis de longue date, comme celui du respect de la personne, et bien sûr les législations nationales. Le marché s'étend, armé d'une idéologie que je dirais ultra ou archi-libérale, diffusée elle aussi très généreusement par le net, et il suffit de consulter l'article sur la GPA publié par Wikipédia pour constater le triomphe de cette idéologie pour laquelle rien ne doit échapper au marché et qui fait de l'individu un travailleur, un producteur, un consommateur et finalement même un produit. La question de la maternité est donc éminemment politique, car il s'agit de savoir si nos sociétés veulent devenir intégralement des sociétés de marché ou bien maintenir la distinction entre les liens humains et sociaux et d'autre part les rapports économiques et donc les échanges marchands. Quelques mots d'abord sur la maternité comme pouvoir et comme lien. Corrélatif de la paternité, la maternité désigne à la fois une capacité féminine, un pouvoir, une relation naturelle et une relation instituée. Comme relation charnelle naturelle et généalogique, la maternité désigne le lien observé lors d'une naissance entre une femme et l'enfant qu'elle a porté et mis au monde en accouchant. Comme relation instituée, en relation d'ailleurs avec l'accouchement, établie par la coutume et le droit, la maternité est le rattachement conventionnel de la mère à son enfant. On parle de filiation maternelle. Or, comme l'écrit l'anthropologue Rupert Asterok dans l'encyclopédie de l'ethnologie et de l'anthropologie des PUF, la filiation constitue un lien inaliénable. Je le cite, « Des liens inaliénables, irréversibles et exclusifs existent entre chaque être humain et au moins deux autres, un homme et une femme. De plus, les positions généalogiques du géniteur et de la génitrice sont distinguées dans toutes les terminologies de la parenté. » Fin de citation. Notre droit civil utilise le même terme,
et considère comme inaliénable l'état civil des personnes, ce qu'on appelle aussi état des personnes. Les liens de parenté, au sens restreint ou large, sont donc des liens personnels, source d'obligations, de devoirs, de droits, soins, nourriture, éducation, autorité, etc. Et ces liens sont, bien sûr, ont quelquefois certaines conséquences économiques, mais ils sont fondamentalement indépendants des échanges économiques et du marché. En effet, deuxième point, remarque sur le marché, la marchandise est ce qui s'échange sur le marché. C'est l'espace où se rencontrent l'offre et la demande de quelque chose. Là peut se fixer le prix de la chose, c'est-à-dire l'équivalent monétaire de sa valeur d'échange. Ce prix dépend évidemment de plusieurs facteurs, dont le plus important est sans doute la demande et par conséquent la valeur d'usage, quelle qu'elle soit, puisqu'il faut que la chose ait une valeur d'usage pour que quelqu'un veuille l'acquérir. Une des conditions de l'échange est le droit de propriété, possession légale, et le droit d'user de la chose qui lui est associé et qui peut faire lui-même l'objet d'un échange marchand spécifique. Rassurez-vous, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit en disant cela, mais simplement insister sur ce point. Toute marchandise doit être une propriété, c'est-à-dire détachable, séparable de son propriétaire, pour pouvoir être transférée, autrement dit aliénée, et circuler sur le marché. Je pense à cette précision que fait Alain Testard, et non pas Jacques Testard en l'occurrence, qu'on écoutera plus tard, dans ses travaux. Le don lui-même, comme transfert de propriété à titre gracieux ou gratuit, est une forme, bien sûr, d'aliénation. Ainsi, pour être vendue ou donnée, la maternité doit être aliénable et détachable, et c'est bien là que se trouve le problème. Comment est-ce possible, alors même que le fait de porter un enfant ne peut pas être séparable de la femme qui le porte, alors même que ni la même mère ni l'enfant, en tant que personne, ni leurs relations naturelles ou instituées ne sont des choses. Nous ne sommes pas propriétaires de ces liens, ni comme père ou mère de tel ou tel enfant, ni comme fils ou fille de tel ou tel parent. Dans certaines conditions, il est vrai, l'adoption permet de créer une filiation, mais précisons que, vous le savez, ces conditions n'ont rien à voir avec un transfert de propriété. Mais alors, de quelle façon la maternité a-t-elle pu entrer sur le marché? Ce sera mon troisième point. La réponse ne vient pas du marché lui-même, mais du fait que le vivant et l'être humain ont pu devenir des produits fabriqués. Dans le prologue à son ouvrage « Conditions de l'homme moderne » de 1958, Hannah Arendt observe que l'homme tente d'échapper à sa condition terrestre et naturelle en cherchant à fabriquer en éprouvette des êtres humains supérieurs et qu'il veut, pour ainsi dire, dit-elle, échanger sa vie, reçue de nulle part, c'est-à-dire de la nature, contre un ouvrage de ses propres mains. Contre un ouvrage de ses propres mains. Nous en sommes précisément là et nous pourrions parler de l'être humain à l'époque de sa reproductibilité technique pour parodier Walter Benjamin. La possibilité de fabriquer des êtres humains a ouvert de nouvelles perspectives aux tentations eugéniques auxquelles pense évidemment Hannah Arendt. Mais elle bouleverse aussi la nature des liens charnels et des liens institutionnels entre les générations, autrement dit des liens de parenté. Les événements qui ont radicalement changé la donne, et ce sera le point suivant, sont le développement, bien sûr, des biotechnologies appliquées à la procréation humaine et les pratiques sociales d'aliénation des personnes et des relations interpersonnelles. D'un côté, avec la pilule contraceptive et l'IVG, et dans le contexte de l'abolition de l'inégalité des sexes dans la famille, les femmes ont acquis la maîtrise de leur fécondité, et donc celle de leur pouvoir d'enfanter. Mais d'un autre côté, une partie des processus impliqués dans la procréation a été externalisée, séparée de la relation sexuelle et personnelle entre les personnes,
Et les étapes de cette externalisation ont opéré ce qu'on pourrait appeler une déconstruction technologique d'abord du lien personnel mère-enfant dans la procréation, avant d'opérer une déconstruction sociale des liens de filiation. La déconstruction technologique s'est faite en plusieurs étapes que je vais essayer de résumer très rapidement et trop rapidement. L'insémination artificielle, utilisée depuis longtemps par les éleveurs en médecine vétérinaire, a été appliquée aux femmes pour pallier l'infertilité de leurs conjoints, en particulier grâce à l'IAD, l'insémination à l'aide d'un tiers donneur. D'autre part, l'insémination d'une femme par un homme, en dehors de toute relation sexuelle personnelle, a ouvert aux États-Unis dans les années 70 l'usage social de femmes comme mères de substitution, surrogate mother. Cet usage rencontra une forte opposition de la part des féminismes, comme Gina Correa dans The Mother Machine, qui reconnurent aussitôt une façon de disposer de la maternité en l'achetant. La pratique sociale s'installa en France dans les années 80 et fut stoppée en 91 par la Cour de cassation. Fait extraordinaire, le transfert du sperme fut conçu sur le modèle même du don du sang, c'est-à-dire gratuit et anonyme. De sorte que, comme le sang, le sperme est devenu un produit biologique utilisable. L'autre étape décisive, c'est évidemment et qui était absolument inédite. Certains anthropologues disent que ça a toujours existé. Non, la sortie des ovocytes du corps féminin est totalement inédite, totalement nouvelle. Donc, extraction des ovocytes afin de les transférer dans une éprouvette pour être fécondés in vitro, c'est le moment de la FIV. Et enfin, transfert d'un embryon dans un utérus sans lequel il ne pourrait se transformer en fœtus et devenir un enfant. On oublie trop souvent, quand on surestime le génétique, qu'un petit amas de cellules ne sera jamais un enfant s'il ne traverse pas toutes les transformations épigénétiques extrêmement complexes à chaque instant qui font que ces quelques cellules deviennent un fœtus et un enfant. Dès lors, les cellules et organes sexuels apparaissent comme un stock de substances disponibles pour fabriquer des embryons en laboratoire et faire des enfants en dehors même de toute pathologie. Du coup, le schéma technologique de la fabrication envahit jusqu'à l'imaginaire collectif, même quand on n'y recourt pas. Ainsi, je voulais prendre cet exemple d'une sociologue qui est une enthousiaste de ce qu'elle appelle la cuisine procréative. Cette sociologue décrit la façon dont un couple ordinaire, qui ne passe pas par le laboratoire, dont un couple fait un enfant. Et voici sa description. Elle les appelle Monsieur et Madame Jourdain. Monsieur Jourdain fournit les spermatozoïdes. Madame Jourdain fournit l'ovocyte et par ailleurs, elle fournit l'utérus gestationnel. Voici donc Monsieur et Madame Jourdain qui font des enfants comme tout le monde et qui deviennent des fournisseurs. Nous sommes exactement dans cet imaginaire. En devenant extériorisables et transférables, les cellules et les embryons ont été dépersonnalisés, détachés, objectivés, disponibles pour être donnés ou vendus. Le don anonyme et gratuit, puisqu'on parle de donner ou vendu, le don anonyme et gratuit rencontre pourtant certaines limites en raison de la rareté des dons d'ovocytes et de l'inexistence absolue de la maternité pour autrui non rémunérée. Les États-Unis en ont fait l'expérience et aujourd'hui la Grande-Bretagne le fait. Cependant, pour que la logique fabricatrice aille jusqu'à son terme et surtout pour que le marché procréatif puisse fonctionner, il ne suffit pas évidemment de fabriquer des embryons. Il faut produire des nouveau-nés. Un corps maternel doit donc assumer la gestation de l'embryon. Ce n'est pourtant pas la division technologique des substances, des processus et des fonctions organiques, ovariennes, gestationnelles, qui suffit à installer la maternité de substitution. C'est la pratique sociale elle-même qui réalise concrètement l'aliénation de la maternité, c'est-à-dire la convention selon laquelle une femme transfère son pouvoir propre, sa vie organique, la plus intime, la plus personnelle, pour devenir un moyen de production d'enfants.
Et il faut que le droit, on l'a dit tout à l'heure, autorise cette pratique pour que le corps féminin devienne effectivement disponible pour l'usage d'autrui et qu'il puisse répondre à ce qui est non seulement apparaît, mais ce qui est suscité et qui devient la demande d'enfant. La demande d'enfant, elle ne précède pas la technologie et la pratique sociale. Elle est aussi une conséquence de ces technologies et de cette pratique. On utilise bien sûr la rhétorique du don, mais la notion de don ne fonctionne pas ici, car une grossesse, justement, n'est pas détachable de la personne qui la vit, et en fait, c'est l'enfant qui est transféré d'une femme à l'autre, ou d'une femme à un couple ou à une autre personne. De plus, ni l'anonymat ni la gratuité du don ne sont possibles, puisqu'aucune femme, on l'a dit, n'accepte de porter un enfant pour d'autres sans une substantielle contrepartie financière, appelée pudiquement dédommagement ou compensation. Avec cette pratique, c'est toujours en fait un triple marché qui s'installe. C'est le marché de femmes, défini comme corps dont on peut faire usage, et c'est pourquoi je faisais ces rappels tout à l'heure, un usage temporaire. D'autre part, c'est le marché de l'enfant, en tant qu'il est produit par cet usage du corps de la femme. Enfin, c'est le marché de la filiation elle-même, c'est-à-dire des liens mère-enfant avec leur origine et leur valeur intrinsèque. Je terminerai en disant que dans les sociétés humaines, les liens charnels ont toujours été considérés comme fondateurs de liens personnels, inaliénables et associés aux principes éthiques de responsabilité, celle de la femme à l'égard de l'enfant qu'elle met au monde, comme celle de l'homme qui a contribué à cette naissance. Je vous renvoie à cet égard au magnifique texte de Hans Jonas qui s'appelle « Le principe responsabilité ». Pour finir, et pour rejoindre le documentaire de tout à l'heure, je dirais que la question qui se pose à nous, face à l'émergence des marchés qui transforment les liens mère-enfant en relations marchandes, est une question de culture et de civilisation. Ayons à l'esprit cette représentation vue à la télévision, une Indienne cloîtrée dans une usine à bébés, interrogée par un journaliste, lui explique pourquoi elle ne veut pas que ses voisins ou une partie de la famille sachent ce qu'elle fait. Et elle précise, comme en s'excusant, ce n'est pas notre culture. Ces propos nous interpellent sur notre propre rapport à ce que nous appelons une culture. Qu'est-ce qu'une société qui serait absorbée par la sphère économique des échanges marchands? Les marchés doivent-ils s'emparer de tout ce qui jusqu'ici avait une valeur intrinsèque, non échangeable, non monnayable? C'est la question, et le colloque d'aujourd'hui pourra, je l'espère, nous aider à répondre à cette question.